Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce deuxième podcast de Permaculture Design. Je suis très heureux de vous retrouver à côté de ce Rocket Stove. Aujourd'hui, il fait un peu froid dehors, donc je me suis mis au chaud à côté du feu pour vous parler. Vous connaissez le Rocket Stove, on en a déjà parlé peut-être dans les publications de Permaculture Design. Sinon, allez y faire un petit tour. Vous trouverez des petits renseignements sur ce sujet et puis on va en parler de nouveau dans les prochaines publications du blog. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien c'est vrai qu'on constate que la permaculture est de plus en plus médiatisée. Alors bon, ça commence, hein, et c'est très très bien d'ailleurs. Par contre, j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet qui est important, je trouve qui est un petit peu souvent oublié dans les différentes publications qu'on retrouve médiatiques autour de la permaculture. Ce sont les éthiques de permaculture, d'accord? Ce qui est en fait le cœur de la permaculture. Vous pouvez regarder un petit peu le schéma qui se trouve juste en dessous de l'article. Et vous verrez qu'on a le cœur de la permaculture qui se trouve être les éthiques. Ensuite, on retrouve les principes. Et puis, plus tard, viennent les stratégies, les techniques qui sont adaptées à chaque lieu, à chaque sensibilité, à chaque projet. Voilà, donc c'est assez contextuel, si je puis dire. Voilà, donc les éthiques sont le cœur de la permaculture et c'est vrai elles sont un petit peu oubliées dans ces publications qui sont d'ailleurs assez axées sur l'agroécologie et la permaculture n'est pas que des techniques de jardinage agroécologique ou d'agriculture durable, c'est bien plus que ça et on va essayer de le voir dans ce podcast, on va essayer d'approfondir et de recadrer un petit peu les choses si vous le voulez bien ensemble. Voilà, alors qu'est-ce qu'une éthique? On peut commencer par décrire un petit peu ce qu'est une éthique, dans sa définition, dans son étymologie par exemple, on retrouve ethos, qui est le lieu de vie, l'état de l'âme, les habitudes, vous voyez, c'est assez significatif. Et puis on retrouve aussi de par son origine latine, ethicus, la morale. Donc voilà, on peut dire que l'éthique, hein, se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, doivent agir, doivent être entre eux et puis aussi envers tout ce qui les entoure. Alors, on résumera ça sous une phrase qui peut très bien être comment agir au mieux finalement. Alors, ça va aussi au-delà de ce qui est légal ou non, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit, la loi, c'est quelque chose de différent. On peut avoir très bien dans certains pays des choses qui sont légales mais non éthiques et répréhensibles par l'éthique. Mais par contre, on peut aussi avoir des choses qui sont illégales dans un pays dur, par exemple, hein, et pourtant éthiques, hein. On rejoint là, la notion de désobéissance civique notamment. Voilà un petit peu pour ce qui est de la définition, de l'étymologie de l'éthique. À quoi ça sert maintenant? À quoi ça peut servir d'avoir des éthiques dans un monde comme celui dans lequel on vit? Eh bien, d'une manière générale, on peut dire que ça peut permettre de temporiser, de tempérer les égoïsmes instinctifs. C'est vrai que quand on regarde un petit peu l'état de notre monde actuel, 80% des richesses mondiales sont possédées par 20% de la population. Donc on n'est pas vraiment dans un monde qui est altruiste, hein, ou dans un modèle éthique. On peut regarder aussi, hein, sans stigmatiser toujours les mêmes choses, nos comportements, nos propres comportements, euh, et les mettre au regard de ces égoïsmes instinctifs dans les situations quotidiennes de tous les jours, que ce soit dans les embouteillages ou autres. Voilà. Les éthiques, ça sert aussi, d'une manière générale, à créer un cadre de vie pour le vivre ensemble, et puis pour la continuité, hein, de notre espèce humaine. On peut se poser la question de la liberté, du respect des libertés de chacun, dans un espace limité, aux ressources, elles aussi limitées d'ailleurs. D'accord? Donc c'est toute une discussion. Ça peut être très intéressant de voir comment on peut créer un cadre de vie, comment on peut créer une éthique pour que chacun puisse vivre ses libertés telles qu'il l'entend. Voilà. On peut aussi définir, hein, dans l'utilité de l'éthique, eh bien, le fait d'apprendre des expériences passées et d'en tirer des leçons, ce qu'on n'a pas encore tout à fait fait, mais on mûrit, l'espèce humaine mûrit. Alors, on a par exemple des grands événements plutôt catastrophiques dans notre histoire, dont on peut tirer pas mal de leçons, mais on a aussi des réussites sociales et des peuples qui ont vécu en harmonie avec leur environnement, avec leurs concitoyens. Et donc tout ça, c'est autant d'enseignements, autant de leçons pour l'avenir,
Et donc du coup, eh bien voilà, l'utilité d'une éthique. Alors évidemment, les éthiques, on les retrouve à plusieurs niveaux. On va avoir notre éthique personnelle, on va avoir des éthiques à l'échelle et des valeurs à l'échelle d'une famille, et puis ensuite d'un peuple, d'une nation, et voilà. L'éthique de permaculture, les éthiques de permaculture, elles ont été pensées, elles ont été observées pour l'humanité entière, elles se veulent universelles. C'est pour ça qu'elles fédèrent finalement, qu'elles fédèrent tout un tas de sujets. Et bien ces éthiques de permaculture, justement, on va les citer ensemble. Être attentif à la terre, premièrement, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui est vivant ou non vivant d'ailleurs, l'atmosphère, etc., si on peut dénominer ces éléments comme ça. Être attentif à l'humain, et puis poser des limites à sa consommation et redistribuer ses surplus. Prendre son juste besoin et redistribuer ses surplus. Ça demande aussi de faire attention à notre manière de consommer, à ce dont j'ai besoin. Et puis ensuite la redistribution des surplus aux deux premières éthiques. Voilà un petit peu les éthiques de permaculture. J'aimerais vous poser un petit focus sur la rhétorique, sur les mots utilisés dans les éthiques de permaculture. C'est vrai que sur beaucoup de publications en francophonie, on voit les éthiques de permaculture présentées sous les mots prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain. Euh, Chez Permaculture Design, on a eu des réflexions entre nous et avec les gens avec qui qu'on rencontre lors de nos stages, des réflexions intéressantes sur le fait que c'est peut-être pas le mot le plus juste, du moins dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on place l'homme dans une situation d'intervention immédiate. On place l'homme dans une situation de contrôle, et encore une fois, on le sort du grand tout, hein, de l'environnement dont il fait entièrement partie, et on est tout de suite dans l'action. On peut se poser la question, est-ce que la nature a besoin de nous pour prendre soin d'elle? Est-ce que l'humain a besoin de nous pour prendre soin de lui? Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Donc du coup, on a choisi d'utiliser cette rhétorique, d'utiliser ces mots, on vous encourage à le faire aussi. Pourquoi? Parce que la permaculture, c'est avant tout affaire d'observation. Donc être attentif à la terre, ça permet de se positionner, par exemple. Hein, le mot être attentif, ça permet de se positionner dans une... voilà, je suis d'abord attentif, je suis d'abord observateur, je réfléchis à ce que je fais, je planifie éventuellement en tant que designer, je réfléchis sur les conséquences de mes choix et de mes actes, et j'agis. Il y a quand même une grande procédure, si je puis dire, avant d'agir. Et donc, du coup, en disant être attentif à la terre, être attentif à l'humain, on se place directement voilà, en étant une partie de notre environnement, une partie de tout ce qui nous entoure. Voilà, donc je voulais préciser un petit peu ça. Je trouve que c'est particulièrement important pour la suite du concept, la suite de l'enseignement que nous donne la permaculture. Et voilà, se positionner dans cette situation-là, eh bien, c'est se mettre en humilité par rapport aussi aux autres éléments. Voilà. Alors, euh, j'ai aussi une petite anecdote qui est sympa dans l'idée de l'interventionnisme et de l'observation. C'est la description de l'échelle d'intervention qui nous avait été donnée lors d'un voyage en Australie, dans une discussion avec les fondateurs de la communauté Crystal Waters, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, allez voir tout de suite sur Internet. C'est vraiment une histoire formidable qui a été vécue là-bas. Cette échelle d'intervention, elle est simple. Dans une situation donnée, hein, voilà, n'importe quelle situation, on prendra un exemple après si vous voulez, on a plusieurs choix. Mais il y a une échelle, un barreau par barreau, étape par étape, qui nous permet bien de respecter cette idée d'être d'abord dans une situation d'observation et de non-intervention, et puis d'agir à différents niveaux. La première échelle d'intervention, c'est de ne rien faire. Hein. Laisser la nature faire, laisser les humains faire, si je puis dire, et voilà, laisser les choses se régénérer d'elles-mêmes, se solutionner d'elles-mêmes. La deuxième échelle, c'est d'utiliser des ressources et des moyens biologiques pour voilà, solutionner ou faire avancer cette situation. La troisième échelle, c'est d'utiliser des moyens mécaniques et minéraux. Et la quatrième échelle, c'est d'utiliser des moyens chimiques. Alors, je tiens à vous préciser quelque chose avant d'aller plus loin. Le permaculteur, le designer en permaculture,
il devrait se situer très rarement dans dans la troisième échelle d'intervention, et quasiment jamais dans le dernier stade. Normalement, on doit trouver toutes les solutions bien avant cela, dans les 2 premiers stades notamment. Ok. Mais je vous donne un exemple qui peut être significatif. Des amis, des connaissances qui sont très proches de la nature, qui sont attentifs à l'humain, qui sont attentifs à la nature. Ils ont une maison en paille, ils ont construit une maison en paille, ils ont un problème de rats dans leur mur. Ils ont eu des petites difficultés pendant la construction, et ils ont des problèmes de rats. Voilà. Donc la première chose, ça a été de ne rien faire. Premier stade de l'échelle d'intervention. On ne fait rien. La deuxième chose, eh bien, c'est que les rats étaient toujours là, et donc il a fallu agir. Et donc on passe au deuxième stade de l'échelle d'intervention, l'utilisation de ressources et de moyens biologiques. Alors, ils ont tout simplement acheté un chien, voilà, pour essayer de solutionner ce problème. En achetant un chien, eh bien, on fait venir des croquettes, et en faisant venir des croquettes, ils se sont aperçus que les rats venaient récolter les croquettes, et ça participait à leur développement au contraire, plutôt que de solutionner le souci. Donc, troisième niveau de l'échelle d'intervention, utilisation des moyens mécaniques et minéraux. Le piégeage mécanique, ça a été la solution envisagée, qui n'a toujours pas réglé le problème. Eh bien, on en vient à la quatrième échelle d'intervention, qui est l'utilisation de moyens chimiques avec les granulés que vous connaissez, etc. Bon, je ne dis pas que on doit utiliser les moyens chimiques, hein, c'est vraiment pas du tout ça le sujet du propos. Le sujet du propos, c'est de passer par un process qui nous permet de trouver des solutions petit à petit, sans aller, voilà, aujourd'hui, dans l'agriculture conventionnelle ou dans de nombreux secteurs, on est dans l'utilisation des moyens chimiques ou mécaniques ou minéraux immédiatement, alors qu'il y a bien d'autres solutions, bien d'autres possibilités créatrices avant cela, en utilisant ce type de modèle, par exemple. J'espère que ça pourra vous donner des astuces, hein. Ça peut très 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 bien s'appliquer aux humains, hein, à un conflit humain. Ne rien faire, parfois, eh bien, ça peut solutionner le problème. Utiliser des ressources et des moyens biologiques, ben, ça peut être un gros câlin, serré dans les bras, et puis ça solutionne le souci. Et puis l'utilisation des moyens mécaniques et minéraux, etc. Enfin, on peut utiliser cette échelle à tous les niveaux. Alors maintenant, regardons un petit peu le champ d'application de la permaculture et des éthiques de permaculture. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voit aujourd'hui que la permaculture est assez réduite à des techniques agroécologiques de culture sur but, voire même l'autre jour j'ai vu sur un article que la permaculture était une technique de maraîchage. Bon, non, on va bien au-delà de ça. Il y a beaucoup d'autres choses. On n'est que sur la pointe de l'iceberg là. Évidemment, se nourrir est très important, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont importantes. On remarque dans les pays occidentaux qu'une fois qu'on a le ventre plein, ben, ça ne nous empêche pas de continuer à se mettre un petit peu sur la tronche, hein. Donc, ce n'est pas, voilà, pour construire une culture durable, une culture permanente, hein, une permaculture, eh bien, au-delà de l'agriculture permanente, justement, eh bien, il faut passer le stade de cette, voilà, il faut aller dans d'autres niveaux euh, de, des besoins humains. Alors, je voudrais vous faire une petite introduction avant de regarder les champs d'application. Tiens, on a la bûche du Rocket qui vient de tomber. Vous voyez, ça s'alimente de manière gravitaire, et puis petit à petit, chaque bûche descend. Vous voyez le fonctionnement du Rocket Stove en même temps pendant ce podcast. Voilà, je voulais faire jouer une petite introduction sur une autre idée qui découle de ce que je viens de vous dire, sur le concept de niche. Vous savez que dans l'écosystème, chaque élément, chaque espèce, chaque élément vivant a son rôle. Et il remplit un rôle précis qui fait que cet écosystème est prospère, durable, évolue, etc., etc. Enfin, assure sa continuité. Ben, dans l'écosystème humain, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle, on a tous un talent, on a tous une vocation, il y a quelque chose qui nous plaît, et donc eh bien, on a tous quelque chose à faire dans cet écosystème humain pour assurer la transition, pour assurer les prochaines années, là, les défis des prochaines années qui se présentent devant nous. Être permaculteur, c'est pas obligatoirement être jardinier, avoir une terre et puis faire pousser des arbres, etc. Pour construire une culture durable, une permaculture, eh bien, on a besoin de toutes sortes d'éléments, et on va le voir ensemble. Et on a besoin de gens qui ont des talents dans tous ces secteurs d'activité. On peut être coiffeur,
et être permaculteur, on peut être réalisateur de films et être permaculteur et faire du bien, hein, pour les humains et pour vivre cette transition. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi beaucoup dans nos cours, sur ce fait que bien, on n'a pas non plus, on n'est pas obligé de faire pousser des carottes et des poireaux pour être permaculteur. Il y a bien d'autres niches possibles et bien d'autres besoins pour construire cette transition ensemble. Alors, on commence par les champs d'application de la permaculture et donc de ses éthiques. Évidemment par la production de nourriture, le besoin vital par essence, voilà, on vient d'en parler, jardinage écologique, agroécologie. Je voudrais vous retenir votre attention aussi sur un point qui est important, c'est la place du sauvage. Hein, parce qu'on parle beaucoup de rentabilité de la permaculture, de rendement, de choses comme ça, alors que c'est une démarche déjà et un concept holistique. Donc c'est difficile de poser des jalons de rentabilité là-dessus. Mais si on regarde un petit peu le sauvage, hein, eh bien, en termes de rendement énergétique par rapport à la nourriture, eh ben, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire, encore une fois. On est dans une situation où on cueille plantes sauvages comestibles, les arbres qui peuvent nous donner énormément de nourriture aussi, c'est quand on sait la reconnaître. Euh, et puis la faune aussi, hein. Donc tout ça, c'est important, hein, de regarder encore une fois, avant d'intervenir sur un terrain, avant de construire des baissières, avant de planter des choses, de regarder déjà ce que le contexte nous donne, de se placer en situation d'observation, encore une fois. Et ça, c'est vraiment la base, le cœur de la permaculture et le cœur de cette philosophie, hein, du côté philosophique, en tout cas, de ce concept, parce qu'il y a aussi un côté pratique, bien entendu. On passe maintenant à l'habitat qui est aussi très important. Vous voyez que déjà on sort de la production proprement dite de nourriture, et puis ben, l'éco-construction, hein, la construction de bâtiments qui sont peu énergivores, peu consommateurs d'énergie grise à leur fabrication, en utilisant des matériaux de cueillette, des matériaux locaux, les notions de logement pour tous, qui sont aussi un besoin vital, d'habitat partagé, d'éco-village. Tout ça dans l'habitat, c'est quelque chose de très important et la permaculture s'intéresse à ces sujets pour construire cette société euh, plus ou moins durable, parce que vous savez qu'il n'y a jamais vraiment rien de durable dans la nature, tout évolue sans cesse. Mais du moins, on va essayer de mettre de la permanence là-dedans. On va regarder aussi la santé et le bien-être, qui sont vraiment des points aussi très, 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 très importants dans nos vies. Au-delà de la médecine conventionnelle qu'on peut croiser tous les jours, on en connaît des applications bien sûr qui sont intéressantes, mais on en voit aussi certaines limites. Donc on s'intéresse aussi aux soins et aux médecines holistiques, naturelles, alternatives. D'accord? On s'intéresse aussi dans la santé et le bien-être à prendre soin de soi. C'est fondamental de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas soin de soi, eh bien, comment voulez-vous qu'on puisse prendre soin de quelque chose d'autre, de la nature, d'autres êtres humains? Donc on va commencer par être attentif à soi, d'abord, de regarder, de s'observer, de voir le travail que l'on a à faire sur nous, puis ensuite hein, de s'occuper de l'autre. On a l'exemple de l'avion, quand vous rentrez dans un avion, c'est assez éloquent. Eh bien, on vous dit que s'il y a un problème, il faut d'abord mettre votre masque sur vous à oxygène avant de le mettre sur ceux de vos enfants pour mieux pouvoir, si vous ne pouvez pas vous protéger d'abord, vous ne pourrez pas les protéger ensuite. Eh bien, c'est la même chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On appelle ça la permaculture humaine. On peut se poser la question aussi de comment je sociabilise avec l'autre. Hein. Est-ce qu'on pense vraiment à une qualité de la relation dans le groupe, entre deux individus, etc. C'est vraiment un point qui est fondamental, en tout cas à notre goût dans la permaculture en général et dans la construction de cette évolution de société. On va s'intéresser aussi à l'enseignement, à la culture, évidemment, avec une culture et un enseignement surtout qui vise à faire retrouver de l'autonomie aux gens, autonomie d'être, autonomie de penser, autonomie de faire. Hein. Ça, c'est vraiment un point qui est aussi fondamental pour nous et de faire en sorte que les gens reprennent la responsabilité de leur vie, qui est finalement la première éthique qu'on devrait, qu'on devrait considérer, reprendre la responsabilité sur sa propre vie, sur ses actes, sur ses choix, sur ses réflexions. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'enseignement, nous, dans notre façon d'enseigner, qui est aussi fondamental. On peut s'intéresser bien sûr aussi au foncier, au mode de gouvernance.
Vous savez que on a des modes de gouvernance maintenant qui sont de moins en moins basés sur le pouvoir, la compétition. On est plutôt sur des choses qui sont coopératives, des concepts comme l'holacratie ou des choses comme ça. Où on va chercher à établir de nouveaux rapports aussi dans l'organisation humaine. On s'intéresse bien sûr aux outils, aux technologies appropriées, mais des technologies appropriées qui ne seront pas des éco-technologies complexes avec énormément de consommation d'énergie grise et un bilan très défavorable au final, tel qu'on nous les présente souvent dans notre actualité. On va chercher des technologies appropriées qui sont simples, qui sont accessibles à tous. Vous en avez un exemple ici. Ce système de poêle, il est écologique, il est économique, ça ne coûte rien et c'est extrêmement simple à faire avec quelques informations et un tout petit peu de formation. On arrive très bien à en faire un chez soi tout seul, enfin tout seul ou avec quelques amis. Donc c'est ça des technologies appropriées, c'est quelque chose de simple, d'accessible à tous, qui vise à développer l'autonomie, encore une fois, de chacun. Et puis bien sûr, on va chercher à faire en sorte que ce soit des outils efficaces, ergonomiques, et puis qui ont quand même un rendement intéressant en termes énergétiques, puisque c'est aussi ce qu'on regarde bien sûr en tant que permaculteur. On va regarder aussi nos habitudes de consommation, on en a parlé dans la troisième éthique, hein, prendre son juste besoin et redistribuer ses surplus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que quand je veux faire un acte d'achat, hein, je parle, hein, est-ce que je ne peux pas le trouver en seconde main? Et puis, si je l'achète finalement, d'où vient-il? Comment a été fait ce produit, etc. Voilà, on pose une attention là-dessus aussi. On va s'intéresser aux finances alternatives, aux nouveaux modèles économiques. La permaculture, ce n'est pas un concept qui vise à faire en sorte que chacun vive en autarcie chez soi. On aura toujours des échanges. La nature est faite d'échanges constamment. On aura toujours des échanges de biens, du commerce, des choses comme ça. Mais il peut très bien être vertueux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, on va regarder un petit peu tout ce qui est économie participative, monnaie locale, voilà, des outils qui nous permettent de retrouver un petit peu aussi notre pouvoir hein, sur les choses. Et puis on s'intéresse d'ailleurs à l'argent, hein, notamment, hein, comment elle circule. Vous savez que l'argent, c'est une énergie. Hein. Si elle s'accumule à un endroit, ça devient une pollution. Et si elle circule, ça peut devenir vertueux. C'est la même chose comme pour toute énergie. Voilà, on s'intéresse à tous ces sujets-là. Vous voyez que la permaculture, finalement, sort de ce que peut-être vous considériez jusqu'à présent comme une technique de jardinage ou quoi que ce soit. C'était un petit peu le but de ce podcast. Et j'espère que ça aura éveillé votre curiosité et puis ça vous donnera envie de faire des recherches supplémentaires. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire un tour global de ces éthiques. On parlera plus tard dans l'évolution hein, de l'année, de techniques, de pratiques, mais je voulais vraiment mettre le focus tout d'abord sur le concept même, sur le process de permaculture qui commence d'abord par les éthiques, qui va ensuite aller vers les principes. Et une fois qu'on a compris tout ça, c'est tellement facile ensuite, hein, les techniques, etc. Souvent, on commence dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on commence par les techniques et les pratiques, et puis on est un petit peu perdu, et finalement, en commençant par l'autre côté, on s'aperçoit que les solutions sont beaucoup plus rapides et simples, et que la compréhension est bien meilleure. Voilà, je vous retrouve à bientôt pour un prochain podcast de Permaculture Design, et je vous souhaite une bonne continuation. Salut, à bientôt!